François Ferrigan, donc chroniqueur science pour la radio, c'est ça, radio-télévision belge. François dirige le groupe de recherche écologie chimique et comportementale composé de chercheurs spécialisés dans l'analyse du comportement des animaux. Il fait également partie, je ne vais pas tous les citer, François, parce qu'il y en a tellement de divers comités d'experts, mais il y a surtout celui du comité d'experts spécialisé en santé végétale de l'ANSESC, qui est, je trouve, super important et qui parle puisque plusieurs personnes parmi nous qui nous regarderont plus tard en replay sont de France. Donc, la généalogie de François comporte de nombreux naturalistes, puisque dès 13 ans, il débute un élevage, tenez-vous bien, d'insectes, des insectes qu'on trouve encore et aujourd'hui bien sur ta chaîne YouTube Science Bestiale. François effectue des études de bio-ingénieur à l'Université de Liège. Il réalise ensuite une thèse de doctorat sur le comportement des insectes et si je ne me trompe pas, François s'est rendu successivement en Suède pour des travaux de recherche à l'université de Lund, puis aux États-Unis, dans l'université de Pennsylvanie, pour acquérir la maîtrise de techniques modernes d'écologie chimique. Donc, je ne vais pas tout citer je ne vais pas citer tous les titres de François. Aujourd'hui, François est professeur à l'université de Liège et il contribue activement, comme je le disais plus tôt, à la sécurité alimentaire en siégeant au comité scientifique également de l'AFSCA, en apportant aussi son expertise en santé végétale pour la France et d'autres pays. Donc, je vais maintenant te passer la parole, François, si tu veux partager. Je crois que j'ai un peu fait le tour de ta bio de façon très succincte, vu le grand, j'ai envie de dire le grand palmarès, vu ton parcours professionnel. Et puis, je te laisse partager ta présentation. Allez, super, merci beaucoup Fabienne. Euh, Merci. je vais te laisser stopper le partage. Génial, bah, écoute, merci beaucoup Fabienne, merci pour l'invitation. Tu as tout dit et surtout certainement même trop. En tout cas, moi je suis très content d'être là pour vous faire une présentation qui va être axée sur les comportements des animaux et ces comportements que l'on pensait propres à l'homme. Fabienne l'a dit, moi je suis chercheur, j'enseigne à l'université, ça veut dire que continuellement je suis plongé dans la littérature scientifique et ce que je m'apprête à faire, c'est une sorte de digestion de mes lectures de travaux scientifiques plutôt récents pour la plupart du temps et qui viennent un peu faire tomber des frontières, des barrières entre l'humain et les autres espèces animales. Le titre, La cigale et le zombie, eh bien, si vous voulez le comprendre, vous allez devoir être un peu chanceux parce que je vais vous expliquer que cette conférence, eh bien, c'est jamais la même à chaque fois que je la donne et j'ai dû la donner une vingtaine de fois. C'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir les thèmes dans lesquels on va partir. Parce que les comportements des animaux, il y en a beaucoup et j'en ai certainement beaucoup trop à présenter en une heure de temps. Donc, c'est vous qui allez être un peu acteur et qui allez nous envoyer dans un coin ou dans un autre du monde animal. Deux, trois dias, comme ça vous voyez où je travaille. C'est l'Université de Liège et particulièrement le campus de Jean-Blou. C'est une magnifique ancienne abbaye. Et dans cette abbaye, on a aménagé en haut à droite, vous voyez mon auditoire et mes étudiants qui sont des futurs ingénieurs, alors bio-ingénieurs, on dit ingénieurs agronomes, comme on disait à l'époque. Quelques photos. L'idée n'est pas de vous parler de mes travaux de recherche, mais c'est vrai que je travaille en santé des végétaux et particulièrement, j'étudie les comportements des animaux qui se nourrissent des végétaux. Mais pas que. Voilà, on voit un chien apparaître, on voit des plantes sur le côté. Grosso modo, moi, je m'intéresse aux odeurs et les odeurs, comment elles peuvent impacter le comportement des animaux. Donc, vous voyez que ça peut partir dans toutes les directions, l'agriculture, la santé. On voit un chien parce que, par exemple, en ce moment, je fais des travaux de recherche sur le dressage de chiens détecteurs de personnes disparues. Et c'est vrai que j'adore la vulgarisation. J'ai pris un panel d'images. Je suis sur les réseaux sociaux depuis certainement une dizaine, voire une quinzaine d'années. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux habituels. J'ai, il y a quelques années, écrit deux bouquins que vous voyez à gauche. Donc, et d'ailleurs, à peu près tout ce que je vais présenter aujourd'hui est extrait de l'un ou l'autre. Ça veut dire que si c'est des choses qui vous intéressent, bah, vous avez les bouquins qui sont là. Ils réapparaîtront à toute fin de la présentation. Et je dis absolument pas ça pour les vendre, parce que pour le coup, moi j'ai l'habitude de dire, même si je me suis associé à un très bel éditeur de Lachaud Nicelet, on gagne vraiment quasiment rien avec des bouquins. Donc, ce n'est vraiment pas pour m'enrichir. Par contre, c'est pour le plaisir de communiquer. Vous voyez que je fais de la radio, un peu de télé. La RTBF qu'a cité Fabienne, c'est la radio-télévision belge, puisque je suis en Belgique. Et il y a 9 mois, j'ai lancé une chaîne YouTube voilà, qui s'appelle Science Bestiale
Et ce que vous allez entendre aujourd'hui, bah, finalement, c'est à peu près ce que vous entendez sur la chaîne aussi. Voilà, et d'ailleurs, je vois que ma capture d'écran, tiens, c'est comique ça, sur ma capture d'écran, j'avais 950 abonnés. On est un peu plus nombreux aujourd'hui, sans doute à peu près 12 ou 13 000 au moment où on se parle. Allez, c'est parti. Je vous ai promis de vous parler de comportement des animaux, et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que tout a commencé il y a 600 millions d'années quand les animaux ont inventé le mouvement. Et les premiers animaux à avoir inventé le mouvement, c'est sans doute des cnidaires, hein, un embranchement du règne animal où on va retrouver aujourd'hui, en tout cas, les anémones de mer, le corail, les méduses. Eh bien, c'est eux qui ont inventé le mouvement. Et à partir du moment où vous vous déplacez, vous inventez le mouvement. Alors, l'homme n'était pas là pour l'étudier, évidemment, puisqu'on est apparu bien plus tard. Par contre, alors qu'on est à l'époque de la préhistoire, donc entre moins 300 000 et moins, ouais, environ jusqu'à moins 3 millions d'années, eh bien, les préhumains s'intéressaient au comportement des animaux. Et on a les premières traces avec justement l'art pariétal qui nous démontrent à quel point finalement les humains de l'époque s'intéressaient au comportement des animaux. Et c'est bien normal puisqu'ils chassaient. On voit d'ailleurs sur cette représentation à gauche sans doute un bovidé qui attend un heureux événement prochainement. Donc on voit que tout ce qui est relation prédateur-proie, ce qui est migration, ce qui est cycle de reproduction, tout ça était déjà et certainement étudié d'une certaine manière par ces préhumains. Et puis, il fallait aussi survivre et faire face, par exemple, au smilodon, donc le tigre à dents de sabre, qui était certainement l'un des prédateurs de l'humain de l'époque. Et puis, on avance un petit peu, on se rend compte que finalement, lorsque l'humain commence à se sédentariser, à produire lui-même les ressources nutritives dont il a besoin plutôt que de courir après, eh bien, d'autres animaux rentrent dans ses habitudes de vie. Ils commencent à domestiquer toute une série d'animaux, que ce soit pour le travail du sol, pour la production de lait, pour la production de laine, de peau. On voit même les abeilles, puisque les abeilles seraient aujourd'hui toujours les premiers animaux que l'homme aurait domestiqués. Les abeilles, ce n'est pas pour le miel, mais pour l'hydromel, et sont donc le goût au breuvage alcoolisé, hein. D'ailleurs, certains scientifiques annoncent que si on s'est sédentarisé, c'est pour pouvoir boire de la bibine et avant de pouvoir produire des céréales pour faire du pain. Mais tout cela nous écarte peut-être de la vraie période où on a étudié le comportement animal et l'éthologie, selon moi. Elle a gagné ses lettres de noblesse au milieu du XXe siècle. Alors, je cite trois hommes. Attention, je vais rééquilibrer la balance euh, des genres dans une seconde, mais on dit souvent que l'écologie, elle acquiert ses lettres de noblesse grâce à Karl van Frisch, à Nicolas Steenbergen et à Konrad Lorenz. Trois personnes, trois hommes qui ont reçu un prix Nobel en 1973, 73, pour leurs travaux justement sur les comportements des animaux. Si on a l'occasion, mais encore une fois, c'est vous qui allez guider le voyage d'aujourd'hui. On parlera un petit peu de leurs travaux. Karl van Frisch, qui a étudié les sens, particulièrement chez les animaux, leur capacité à percevoir leur environnement, et on pense à ses travaux sur les abeilles. Konrad Lorenz, Konrad Lorenz, c'est tout ce qui est apprentissage d'un comportement, donc tout ce qui est conditionnement également. Nicolas Steenbergen, c'est les fonctions des comportements. À quoi ça sert pour une mouette de trimballer la coquille vide d'un œuf et de la trimballer à plusieurs centaines de mètres. Donc, c'est la question des pourquoi. Je pourrais être quand même complet en disant que ce n'est pas les premiers à obtenir un prix Nobel en éthologie, puisqu'on a un certain monsieur avec son chien, avec sa salive, avec sa cloche, vous vous rappelez, hein, tout ça, Pavlov, qui avait déjà au début du XXe siècle obtenu un prix Nobel, même si c'était pour ses études des fonctions gastriques avant d'être le comportement des animaux. Je vous avais promis que je rétablirais un peu la balance des genres parce que même si elles n'ont pas eu un prix Nobel, Diane Fossé, Jane Goodall, et on aurait pu en citer d'autres, font partie de ces grandes primatologues auxquels je vais d'ailleurs emprunter quelques résultats dans la conférence d'aujourd'hui. Jane Goodall, qui s'est spécialisée sur les comportements des chimpanzés, pendant toute une première moitié de sa vie, qui s'est focalisée sur leur comportement aujourd'hui, puisqu'elle est toujours en vie, mais la deuxième moitié de sa vie était surtout consacrée à leur préservation, à leur protection, hein, avec la création de sanctuaires, etc. Mais Jane Goodall a vraiment fait tomber quantité de frontières que l'on avait dressées initialement pour des raisons de culture, de religion, etc., entre l'humain et les autres animaux. Diane Fossey est décédée, elle est d'ailleurs décédée suite à son combat pour la protection des gorilles, puisqu'elle a été assassinée par des braconniers qui, justement, s'en prenaient aux gorilles qu'elle étudiait.
et qu'elle protégeait. Et bien voilà, aujourd'hui, l'éthologie, on est bien plus loin, plusieurs dizaines d'années après. Aujourd'hui, si vous voulez publier des travaux, des découvertes dans le domaine de l'éthologie, vous ne savez plus dans quel journal aller, tellement il y en a. J'en ai pris que quatre à l'écran pour vous illustrer qu'il y a des journaux d'éthologie parmi les plus anciens, comme Animal Behavior, où on vous parle de toutes les nouvelles théories sur des comportements des animaux. Mais si vous étudiez le comportement des insectes ou des oiseaux, ben, vous avez des journaux spécialisés. Et on est bien loin de faire l'étude du comportement animal avec les techniques anciennes de l'époque, avec un carnet, avec une paire de jumelles, un crayon. Non, aujourd'hui, dans mon labo, on étudie le comportement des animaux avec des drones, on les étudie avec des puces GPS, on les étudie avec, comme vous voyez dans le bas de Madia, des techniques, des technologies qui permettent d'étudier finement le déplacement, les mouvements de chaque patte d'un insecte, par exemple. Les techniques évoluent à mesure qu'évidemment elles sont disponibles pour le plaisir des chercheurs dont je fais partie. Et puis ce que je réalise dans mon labo, on est une douzaine, hein, il y a une douzaine de chercheurs qui travaillent avec moi, chacun sur des comportements. Eh bien, on est obligé en tant que chercheur de se plonger dans cette littérature scientifique. Et cette littérature, elle m'a conduit un jour à me demander, à découvrir quantité de comportements. Tiens, c'est fou ça, ce chimpanzé, en fait, il est capable d'articuler. C'est dingue, cet oiseau, il se marie et il divorce. Oh, c'est incroyable comme les éléphants pratiquent le deuil. Et en fait, vous faites ces découvertes et vous vous rendez compte que ça vous surprend, vous, en tant que chercheur. Et donc, ça devrait surprendre aussi toutes les autres personnes qui ne sont pas plongées dans cette littérature scientifique. Et c'est de là que ça a vraiment démarré mon envie de communiquer, puisque que ce soit à travers les conférences, les bouquins, la chaîne YouTube, l'idée, c'est vraiment de dire, tiens, tout ce savoir, il est là, il est difficilement accessible, est-ce que je peux le restituer? Avec cette question, moi, qui m'a toujours obsédé, c'est finalement ces comportements propres à l'humain qui disparaissent, qu'on pensait que seul l'homme pouvait pratiquer. Ce que vous voyez là, la territorialité, la paresse, le deuil, la danse, le mutualisme, des fake news, l'enseignement, eh bien, en fait, vous allez m'aider à choisir dans quel thème on partira, et puis on va en parler. Et on va, spoiler alerte, démontrer que ce n'est pas toujours le propre de l'homme. J'ai juste voulu pour introduire, parce que parfois on me dit, oh, tu exagères, François, on sait bien que ce n'est pas propre à l'homme. Eh bien, je suis allé un petit peu dans cette littérature et pour faire tomber quelques mythes. Regardez Aristote, 4 siècles avant Jésus-Christ, il disait déjà que l'homme est le seul à avoir la capacité de faire la différence entre le bien et le mal, à avoir différentes notions morales. Il disait de l'homme qu'il est un animal politique avec son envie de vivre en communauté, que c'était propre à lui de construire des communautés organisées, hiérarchisées. François Rabelais, au 16e, dans Gargantua, disait que le rire est le propre de l'homme. Ok, si je prends René Descartes un petit peu plus tard, il vous dira que le propre de l'homme, c'est sa capacité à communiquer ses pensées par le langage. Intéressant, on peut en discuter. Et puis très récemment, il y a alors je crois que c'est un éditeur belge, mais je sais qui vend beaucoup de ses livres en France, et c'est un livre tout récent de 2022, qui est un manuel pour apprendre aux futurs enseignants à bien enseigner. Et je parcours ce manuel et je tombe sur cette tête de chapitre qui dit: deux aptitudes semblent propres à l'humain et le distinguent de ses cousins primates. Ah, moi, je dis, lesquelles? Eh bien, ce serait transmettre un savoir et aussi apprendre des enseignements. Ils sont en train de me dire que l'enseignement serait propre à l'homme. Je me suis dit, c'est fou ça, 2022. L'enseignement est propre à l'homme. Dans un bouquin, quand même, on n'est pas sur, on n'est pas sur un bouquin de fond d'étagère, quoi. Il est dans les vitrines, il est donné dans les écoles de futurs enseignants. Bref, je me suis dit, tout ça est parfaitement à jour. Il y a plein de croyances autour des comportements des animaux, et je me suis dit, ben, parlons-en. Et ce que je vous propose, parce que là, je vais bientôt vous donner la parole. Bon, moi, je suis ingénieur de formation, ça veut dire que j'aime bien ranger mes idées dans des cases, et puis à l'intérieur des cases, il y a des petites cases, et à l'intérieur des petites cases, il y a encore des petites. J'aime bien que tout soit rangé, hiérarchisé. Donc, j'ai rangé ça en trois blocs. On va parler de tous les comportements qui sont liés à la séduction ou à la vie de famille, tous ces comportements qui sont liés à la vie en société, et puis un dernier groupe de comportements que je qualifierais des qualités et des défauts. Ça, c'est ce que je propose. On va les détailler. Mais avant, vous allez voir défiler quantité d'illustrations et je ne peux pas les passer sous le silence ou laisser croire qu'elles sont à moi. Ce n'est pas le cas. Je me suis associé à Stéphane Depré depuis des années pour illustrer mes cours, illustrer mes conférences, illustrer mes bouquins
ma chaîne YouTube, etc. Et donc, vous voyez quelques images. Tout ce que vous allez voir a été fait par Stéphane à l'aquarelle. Donc, ça nécessite d'abord un crayonné qui m'envoie pour validation. Ensuite, une fois que c'est validé, il passe à la peinture. Et une fois que c'est peint, petite correction d'ombre par-ci, par-là à l'ordinateur. Chaque illustration que vous allez voir, elle représente entre 6 et 9 heures de travail. Comme ça, vous savez les différents comportements que je vous propose. Alors, il y a beaucoup de thèmes, je ne les ai pas comptés, ça fait quoi 8, 8, il y en a environ 25. On n'a pas le temps de tout voir. Moi, j'ai 1 heure à passer encore avec vous, et donc on va certainement avoir le temps d'en faire 7 ou 8. Et plutôt que de les choisir moi, parce que ça serait toujours la même conférence, c'est vous qui allez les choisir. On n'est pas nombreux, tout le monde aura l'occasion de proposer. Eh bien, c'est que dans le chat, par exemple, ou alors vous le dites oralement, puisqu'on n'est pas trop nombreux, eh bien, je vois quelqu'un qui a déjà, Laura va déjà avoir droit à ce qu'on parte dans son thème, la vie en société, d'accord? Alors, la vie en société, Laura, ce que je te propose, c'est de me choisir un des thèmes de la vie en société, soit tu allumes ton micro, soit tu me l'écris dans le chat, et on partira dans un coin du monde dont je n'ai aucune idée. Le deuil, c'est un super choix. Si je te demandais ou si je vous demandais, à votre avis, de quel animal je veux parler, à mon avis, je sais très bien ce que vous allez proposer. Vous allez me dire l'éléphant, n'est-ce pas? Alors, initialement, dans cette partie de la conférence, je ne parlais pas d'éléphant. Sauf qu'il y a eu une découverte qui est absolument incroyable, qui est arrivée tout début 2024, le 26 février 2024, tel que c'est mentionné là en bas. Et je me suis dit, je suis obligé d'en parler parce que c'était incroyable. C'était une découverte scientifique, je vous mets l'extrait de la publication, dans un petit journal absolument obscur. Et tout le monde entier, la BBC compris, National Geographic, tout le monde en a fait des reportages et personne n'a compris pourquoi ils n'ont pas été mettre ça dans un journal comme Science ou Nature, tellement c'était important. Ils ont démontré, non pas que les éléphants pratiquent le deuil, j'imagine que vous vous en doutiez, on a souvent entendu parler de ces cimetières d'éléphants, les éléphants qui sont des animaux extrêmement intelligents, mais ils sont allés démontrer que les éléphants, en cas de décès d'un petit, uniquement d'un éléphanteau, eh bien, ces éléphants d'Asie, je ne vais pas préciser, c'est des éléphants d'Asie et pas d'Afrique ici, eh bien, ils les enterrent. Ils les enterrent, et ce qui était fascinant, c'est qu'ils enterrent ces éléphanteaux toujours dans la même position. Ils ont pu relever, je crois, 7 tombes, et dans les 7, l'éléphant était placé exactement comme vous pouvez le voir sur la photo qui est là-bas à gauche et qui est d'ailleurs extraite de ma chaîne YouTube. J'en ai fait une petite vidéo. Euh, Toujours les 4 pieds en l'air, la trompe posée sur le côté, toujours à moitié enterré. Ils n'ont pas de pelle, les éléphants. Ils arrivent malgré tout à creuser et à enterrer le petit. Et le rituel est systématiquement précédé d'un transport du corps du petit, sur parfois des kilomètres, parfois des centaines de mètres. Il est transporté et pendant ce transport, il y a des cris par les éléphants qui barrissent et donc vous avez des cris qui sont poussés, qui semblent, selon les locaux et les scientifiques, atypiques. Donc, ils n'avaient pas les outils pour enregistrer et faire des sonographes de ces cris, mais ils semblent atypiques. Ça dure, et ça dure suffisamment longtemps que pour parler d'une période de deuil, à la fin de laquelle vous avez le comportement qui consiste à enterrer le petit. Malheureusement, ils ne peuvent pas s'approcher de ces zones-là, et en tout cas, il l'explique qu'en s'approcher, c'est se condamner à être piétiné, puisque les éléphants sont rassemblés, qu'il y a des mouvements, qu'il y a des cris, et que ce n'est vraiment pas le bon moment de venir se rapprocher de ces éléphants. Mais j'avais envie, donc initialement, donc je ne devais pas parler d'éléphants, mais j'avais envie de vous parler d'une autre espèce animale pour laquelle le deuil est moins bien connu, en tout cas depuis moins longtemps, c'est les orques. Les orques qui sont des mammifères marins extrêmement, donc des cétacés extrêmement sociaux, extrêmement intelligents, et qui font objet d'énormément d'études sur leur capacité cognitive. Et Stéphane m'a représenté sur le côté, vous voyez un groupe d'orques qui s'attaque à une baleine bleue. Et effectivement, cette baleine était l'objet d'un suivi par des scientifiques qui se trouvent à quelques kilomètres de là et qui l'étudiaient avant que n'arrive donc ce groupe d'orques. Et leur étude, finalement, s'est focalisée sur ce comportement d'attaque. Je vous passe les détails. Tout cela pour dire que la technique employée par les orques pour mettre à mort une baleine, elle est extrêmement complexe. Elle fait appel à énormément de coordination par le groupe et chacun a des rôles particuliers. Mais ce qui m'intéresse ensuite, c'est que les chercheurs expliquent qu'ils ont suivi le groupe d'orques et que ce groupe d'orques, il comptait 2 femelles enceintes et l'une d'elles perd son petit 48 heures après la naissance.
Et ce qui s'est passé a vraiment, selon les chercheurs, les a bouleversés, puisque le groupe s'est alors immobilisé au moment du décès, alors qu'il était en début de migration. Il s'est immobilisé. Chez les orques, c'est très hiérarchisé. C'est une société ou un groupe matriarcal. Vous avez la grand-mère qui est la responsable, qui guide le groupe, qui donne les impulsions, les mouvements, les décisions. Elle est souvent entourée de ses filles et éventuellement des petits-enfants, en l'occurrence, puisqu'il y avait une naissance. Et donc, cette matriarche, elle décide d'arrêter le mouvement au moment du décès. Et vous avez ce que décrivent les scientifiques comme un mouvement de recueillement où chaque individu vient apposer son museau sur le corps du petit décédé, ce qui est quelque chose qui est, pardon, j'aurais pu préciser, mais des décès de petits, c'est relativement fréquent chez cette espèce. Je n'ai plus le pourcentage en tête, mais je sais que c'est un pourcentage qui avoisinait les 15%, donc je me trompe peut-être à 5% près. Et donc vous avez chaque individu qui non seulement a arrêté sa course, donc il y a eu une communication de la part de la matriarche, on s'arrête, il s'est passé quelque chose, cette communication, elle passe, chaque individu vient se recueillir, il y a un toucher à l'aide du museau sur le petit où tous les individus ainsi tournent autour et viennent entrer en contact avec le petit. Ça a duré, disent-ils, entre 1 heure et 1 h 30, pendant laquelle tout le groupe s'est immobilisé. Et puis le groupe a repris son déplacement, la matriarche a suivi, a lancé le mouvement, la mère endeuillée a conservé le contact avec son petit et l'a poussé, a commencé à la pousser du museau, a poussé la carcasse du petit. Et ce qui est absolument surprenant, il y a 5 études qui documentent un deuil similaire à celui que je vous décris, mais il n'y en a qu'une qui a fait un suivi du déplacement de cette communauté d'orques. Et attention, le chiffre que je vais vous donner, j'ai dû le vérifier 50 fois, tellement à chaque fois on m'a demandé, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr? Sur 1500 kilomètres, le petit a été poussé par sa mère. Elle était en dénutrition totale, puisqu'il faut bien comprendre que le groupe, il avance plus vite, et puis à un moment donné, fait des pauses pour se nourrir et chasser. Pendant ce temps-là, la mère, elle rattrape son retard. Elle ne se nourrit pas donc, elle n'a pas le temps. Aussitôt arrivé avec le petit, à pousser le petit, aussitôt arrivé que le groupe repartait. Et donc à un moment donné, elle a abandonné le corps de son petit et elle a continué le mouvement de la migration, comprenant sans doute ce qu'il en allait de sa survie. Voilà pour illustrer le deuil. Alors, on pourrait parler des heures, mais ça ne vous intéresse pas. Vous avez envie peut-être de découvrir d'autres thèmes. J'ouvre mon chat et j'ai Elisabeth qui propose de s'occuper des enfants. C'est formidable, ça. Alors, prendre soin de ces petits, ça vous paraît évident. Ben oui, j'ai déjà vu mon chien, mon chat lécher, nourrir mes petits. Tout à fait. Donc là, je ne vais pas vous apprendre le fait que l'homme n'est certainement pas le seul à prendre soin de ses petits. Mais ce que j'ai envie de faire tomber, c'est une série de barrières avec des animaux que peut-être vous ne pensiez pas être aussi impliqués dans leur paternité ou maternité. J'en ai plusieurs, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai tendance à être bavard, vous le voyez, hein, et d'ailleurs je dois toujours vérifier. J'ai tendance à être très bavard, et donc je vais essayer d'être plus court pour vous raconter plus d'histoires. Les grenouilles des fraises, on est en Amérique centrale, alors inutile de vous dire pourquoi on les appelle comme ça. Enfin, d'une manière générale, plein de couleurs différentes. Je passe toute la partie séduction, c'est pas l'idée, mais c'est très complexe la séduction entre un mâle et une femelle. Après l'accouplement, eh bien, la femelle va alors déposer ses œufs. Elle dépose des œufs sur un support qui est une petite quantité d'eau ou à très forte humidité, et tous les œufs sont ainsi présents. Et ensuite, la mère disparaît pendant 2 jours. Pendant ce temps, le mâle, il reste. Il reste autour des œufs, il les surveille, il les défend contre les autres grenouilles ou tout simplement les autres animaux qui chercheraient à s'en nourrir. Il ne se nourrit pas pendant ces 2 jours-là. Donc, il voue totalement son temps pendant ces 2 jours à la protection des œufs. Et puis, la femelle revient. La femelle revient et le mâle est déchargé de ses fonctions de papa et il disparaît parce qu'après tout, il vaut mieux aller s'occuper d'une autre femelle. Pour lui, ça maximise sa reproduction. Et comme j'explique toujours à mes étudiants, toutes les fonctions des comportements des animaux, tous les comportements des animaux n'ont qu'une seule fonction, se reproduire. Et donc le mâle, il part, il a mieux à faire. La femelle prend le relais. Et à ce moment-là, elle va prendre en charge sur son dos les œufs. Elle les recharge. Parfois, certains deviennent têtards alors qu'ils sont seulement sur son dos. Et alors, elle se met en recherche de phytothelmes. Je crois que j'ai ça. Voilà. Phytothelmes, c'est quoi? Ce sont des bromeliacées, des grosses plantes qui ont des feuilles relativement épaisses, mais surtout grâce à l'humidité et aux pluies qu'il y a dans ces zones-là, conservent des petites quantités d'eau. Elle les prend en charge et elle vient déposer un tétard à la fois dans ces phytothelmes.
C'est fascinant parce que pendant 2 jours où elle a disparu, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle faisait du repérage, elle a cherché les phytothelmes, elle se souvient d'où ces phytothelmes se trouvent et elle va ensuite déposer un tétard à la fois. Pourquoi? Parce que si elle laisse tous ces tétards au même endroit, eh bien, le premier tétard qui sort va manger ses frères et sœurs. Et elle évite ainsi tout risque de prédation et en allant déposer chacun de ces tétards dans un phytothelme. Et son travail, il n'est pas terminé parce que pendant tout le développement du tétard, elle va continuer de produire des œufs, mais des œufs cette fois-ci qui n'auront pas profité des spermatozoïdes du mâle, des œufs non fécondés qu'elle va déposer dans chacun de ces phytothelmes pour nourrir ces tétards à elle. Et donc elle va continuer son petit tour de chaque phytothelme pour aller nourrir chacun de ces tétards. Ça, c'est les grenouilles des fraises. Et j'en ai tout un chapitre dans l'un de mes bouquins, donc vous voyez, j'essaye pour vous de le faire au plus court. Il y a une découverte absolument incroyable qui est tombée il y a 3 ou 4 ans, c'est qu'on a découvert un fossile d'un. Alors on est alors à l'époque du précambrien, vous êtes environ il y a 550 millions d'années, et cette espèce de grosse bête, grosse crevette que vous voyez à l'écran, qui est la plus grande photo, a été prise fossilisée, accompagnée de tous ces petits des petits dont la taille est déjà relativement importante et on sait que même à l'époque, eh bien, tous les ancêtres des arthropodes pondaient des œufs. Ça veut dire qu'on avait dans ce fossile la première preuve comme quoi un arthropode, un ancêtre des insectes, des crustacés, prenait déjà soin de ses petits il y a 550 millions d'années. Et depuis, il y a quantité d'exemples chez les insectes et globalement les arthropodes. J'en ai repris une série là à l'écran. On voit les protections chez les blattes, donc les cafards, chez les perce-oreilles, chez les punaises d'eau. Et la dernière image avec la coccinelle, ce n'est pas parce que les coccinelles s'en occupent, mais c'est parce que c'est une vidéo que vous pouvez découvrir si vous voulez, où j'ai présenté en 10 minutes tous les insectes qui sont de super parents et dont malheureusement, je n'ai pas le temps de parler ici. Un petit mot quand même. Hein, on dit souvent les mamans sont tout le temps formidables, les papas parfois médiocres. Vous me permettez 2 contre-exemples, pas du tout pour dire que les papas sont tous formidables et que les mamans sont toutes médiocres, absolument pas, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, mais si vous découvrez un jour le coca, donc j'ai fait aussi l'une de toutes mes toutes premières vidéos, la femelle coca, c'est la pire maman, c'est ce que j'explique, c'est la pire mère du règne animal. La femelle coca, qui est un marsupial, hein, aussi comme le kangourou, qui a donc aussi une poche, un marsupium dans lequel se développe le petit, eh bien, lorsqu'elle se fait attaquer par un prédateur, la femelle coca sacrifie son petit, offre son petit au prédateur pour pouvoir se tailler et sauver sa peau. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo là-dessus ou c'est aussi dans le bouquin. L'hippocampe, alors vous avez peut-être déjà tous entendu cette histoire, mais l'hippocampe, c'est formidable. Il y a des années, quand j'ai découvert cette histoire, j'ai découvert un truc, c'est que l'adjectif enceinte peut s'écrire sans le E final et donc peut s'accorder au masculin. Et effectivement, il y a des espèces animales, pas beaucoup, mais enfin il y en a, dont l'hippocampe, dont c'est le papa qui est enceinte. Donc c'est le papa qui récolte les ovules produits par la femelle lors de l'accouplement, qui les féconde à l'intérieur de sa poche, qui sert d'utérus ou d'équivalent utérus, on ne parle pas d'utérus, mais en tout cas pour incuber les œufs et donner naissance alors aux alevins qui en sortent et qui les protègent pendant les toutes premières minutes, puisque assez vite après, ils s'en désintéressent pour pouvoir chercher de nouveau l'accouplement avec une femelle. Voilà, un petit tour d'horizon que j'ai essayé de faire au plus court à propos des soins des enfants. Je regarde un petit peu le chat, le deuil, s'occuper des enfants et je continue de scroller et je suis arrivé à l'automédication pour Aurore. Ça c'est un chouette thème. Alors l'automédication, le principe de se soigner lorsque l'on est blessé, malade. Vous allez me dire, on n'a rien inventé, évidemment que les singes font cela. Le problème, c'est qu'encore une fois, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on croit savoir et ce qui est effectivement démontré par la littérature scientifique. Et alors, il y a plusieurs exemples. Je ne vais pas vous dire le contraire. L'automédication, effectivement, chez les primates, elle est bien présente. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire qu'à peu près tout ce que je présente aujourd'hui, j'aurais pu utiliser des singes pour vous le présenter. Bah oui, un bonobo, un chimpanzé, un orang-outan, ils font à peu près tout ce que je vais présenter aujourd'hui, hein, s'occuper des enfants. Qu'est-ce qu'on a dit? Le deuil, il y a des formes de deuil aussi. Mais ça vous aurait pas autant plu. J'espère que si j'avais utilisé des animaux moins connus. Donc, mais l'automédication, là, j'ai du mal. Là, j'ai du mal à trouver des exemples en dehors des chimpanzés ou des bonobos ou, comme on le voit ici,
en Indonésie avec Racus. Et Racus, c'est un mâle, un orang-outan, qui était étudié par les chercheurs, donc ils le suivaient de près hein, dans cette communauté. Chacun a un nom, chacun a une puce GPS, chacun est étudié pour toute une série d'attitudes. Et vous voyez sur la photo que Racus s'est blessé. Les chercheurs ne savent pas comment. Ils n'ont pas assisté à la blessure. Elle est apparue, donc vous le voyez sur la photo de gauche. On voit cette blessure au visage. Et ce que Racus a fait, à partir du moment où il a obtenu cette blessure, il a changé d'habitat. Il s'est déplacé, il a laissé les arbres où il était couramment observé, où il fait son nid. Euh, L'occasion de dire qu'un orang-outan fait un nid. C'est comique, hein, ça d'ailleurs. Je sais que je sors de mon thème, mais enfin, je ne résiste pas. Les orang-outans apprennent, mais ça, si je le dis maintenant, je vais griller une de mes cartouches d'après. C'est pas grave. Ils font un nid pour passer la nuit. Et c'est un nid différent. Donc, dans les arbres, ils plient des branches, ils s'installent des feuilles, ils construisent parfois un toit de fortune pour se protéger lorsqu'ils sentent qu'il va pleuvoir, parce que oui, ils sont capables de vous dire si la nuit va pleuvoir, et ils s'aménagent un nid qu'ils vont changer chaque jour. Et donc, notre Racus, il occupe le même espace et il décide à partir du moment de sa blessure de changer d'habitat. Il se déplace sur plusieurs centaines de mètres vers une zone où il va retrouver de la Fibroaura tinctoria, dont je vous ai mis on voit l'arachus dans les lianes dans cette plante qui présente des lianes, et puis on voit aussi les feuilles. Et il s'est mis à consommer les feuilles de cette plante qu'habituellement il ne consomme pas. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'ici on a des chercheurs qui suivaient tellement de près ces animaux qu'ils savent quelles sont leurs petites habitudes. Et ici, il a changé d'alimentation. Mieux encore, je trouve, c'est qu'il les mangeait, mais il les mâchait et les régurgitait en une sorte de pâte qu'il appliquait ensuite sur sa blessure. Et il a fait cela pendant près d'une semaine, où tous les jours, il mâchait, il réduisait en bouillie la feuille et il la réappliquait sur sa blessure. Et sur la photo de droite, vous l'avez sans doute compris, eh bien, c'est le même racus, même angle, mais à part une très légère cicatrice au niveau de sa joue, sa blessure, elle est soignée. Il s'est donc soigné tout seul, alors que les scientifiques le disent. Dans un cas comme ça, on était limite sur est-ce que l'on doit le soigner, parce qu'il n'intervient pas, sauf en cas pour sauver un animal. À ce moment-là, il l'anesthésie, il le soigne, il le relâche. Ici, ils ne sont pas intervenus et ils ont bien fait, puisque Racus a été capable de se soigner. Voilà pour l'automédication. Je retourne dans le chat. Les sentiments, l'amour peut-être. À votre avis, est-ce que les animaux tombent amoureux? Eh bien, moi, je me suis posé la question et j'en ai même fait une vidéo d'ailleurs. Je vous invite à aller la voir si vous voulez qu'elle soit complète. Il y a quantité d'animaux qui forment des couples. Certains vont former des couples éphémères qui vont durer une poignée de minutes. D'autres vont former des couples pour une année et donc, c'est-à-dire vont être impliqués dans l'élevage des petits. Et puis d'autres encore vont aller plus loin dans leur couple et des couples qui vont durer à vie. Alors, on connaît tous le cygne, mais je n'ai pas envie de vous parler des cygnes. Je vais plutôt vous parler d'une bête qu'on va retrouver à Hawaï, parce que je trouve qu'Hawaï, c'est quand même plus hein, sympa. Et à Hawaï, on va retrouver l'albatros de Lézan, l'albatros que Stéphane Depré a représenté ici dans des postures quand même un peu inhabituelles, hein, parce que c'est des albatros qui sont en pleine séduction, puisque les adolescents qui se retrouvent sur ces plages de l'archipel d'Hawaï, les adolescents vont devoir former des couples. Et donc, mâles et femelles se retrouvent sur ces plages et se lancent dans des parades qui sont longues, qui durent vraiment plusieurs jours parfois, puisque ce choix du partenaire, il n'est pas anodin, puisque c'est un partenaire qu'on va conserver à vie, avec lequel on va d'abord être présent sur la plage pendant les 3 mois que va durer tout l'élevage des petits, mais aussi ensuite en mer, en dehors de cette période d'accouplement, ils vont avoir tendance à rester proches l'un de l'autre. Et donc, ce choix, il est important, alors parce qu'il vaut mieux pas trop se disputer pendant toute sa vie, mais aussi parce qu'évidemment, on cherche le meilleur partenaire, celui qui sera le plus à même à prendre soin des petits, puisque comme la plupart des oiseaux, en tout cas comme beaucoup d'oiseaux, eh bien, le couple est nécessaire à l'élevage des petits. C'est pour ça que des couples se forment. On pourrait citer d'autres espèces animales, mais le couple, il existe, biologiquement en tout cas, lorsque deux individus sont nécessaires à l'élevage des petits. Et en l'occurrence, eh bien, les albatros vont devoir
couver un œuf, un seul par an, le couver et puis se nourrir quand même malgré tout, le défendre contre les voisins qui ont peut-être envie de mettre un petit coup de bec dedans. Et puis lorsque le petit sera né, il faudra le protéger, etc. Donc le couple est nécessaire et c'est pour ça qu'on a des couples qui se forment chez les oiseaux que l'on a aussi dans nos jardins. La question de l'amour a longtemps été posée. Est-ce que les animaux ressentent des sentiments amoureux? Et les chercheurs, figurez-vous, ont beaucoup étudié cela. Alors j'ai essayé de ne pas ennuyer avec tous ces détails que je présente dans la vidéo, mais des détails des recherches qui sont menées. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une forme d'attachement qui naît et qui est démontrée entre deux individus qui forment un couple. Des formes d'attachement qui peuvent se démontrer, se mesurer par plusieurs techniques. Alors la plus simple, ça consiste à observer le comportement d'un individu qui perd son conjoint. Alors à ce moment-là, vous pouvez essayer de voir s'il y a une période, entre guillemets, de deuil qui est associée et qui est spécifique au conjoint, et qu'un deuil qui ne serait pas le même si c'est le voisin, le père, la mère, etc. Vous pouvez enregistrer les réponses électriques produites dans certaines zones du cerveau qui sont associées à l'attachement, qui sont associées au sentiment, et que l'on commence à identifier chez toute une série d'espèces animales. Et puis, il est important, rappellent souvent les chercheurs, de distinguer les différentes formes d'amour. Il y a plusieurs formes d'amour qui sont définies dans la littérature. Nous avons de l'amour pour nos enfants, mais on est sans doute tous d'accord pour dire qu'on n'aime pas ses enfants de la même manière qu'on aime son conjoint, son amoureux, son amoureuse. Et donc, encore une fois, eh bien, on a l'occasion de démontrer qu'il y a des formes d'amour différentes chez les animaux et que ces formes d'amour effectivement, peuvent être enregistrées, démontrées comme étant différentes entre des petits que l'on protège, un membre de sa famille ou un conjoint avec lequel on s'est uni normalement pour la vie. Voilà, ce n'est pas le thème le plus facile parce qu'il fait référence à une série de techniques que j'ai pris la peine de présenter en vidéo, mais qu'ici, faute de temps, j'ai essayé de résumer le plus possible comme cela. Je retourne dans mon chat. La coordination de groupe me demande, Fabienne, il n'y a aucun problème, Fabienne, je vais faire ça. Alors, je pars encore avec, alors on part en Afrique, hein, je pars encore avec des primates. Et il y a deux comportements qui sont extrêmement bien documentés par les chercheurs. Et là, pour le coup, je ne vous vends pas quelque chose qui date de 2024. C'est vraiment le résultat, le fruit de très longue recherche. Deux comportements qui démontrent à quel point on me dit souvent que l'homme est le seul capable à planifier ses actions futures, à se coordonner, à anticiper le comportement d'un autre individu, à adapter ses comportements, ses réactions en fonction du contexte, de l'environnement, des autres membres. Et bien non, tout cela est faux et parfaitement démontré, notamment chez les chimpanzés ou chez les bonobos d'ailleurs. On va parler de chimpanzés parce que j'ai vraiment une littérature foisonnante qui les concerne. D'un côté, c'est sans doute l'image qui est plutôt à gauche, d'un côté, on a tout ce qui est comportement de guerre, tout ce qui est conflit. Oui, parce que permettez-moi de faire tomber un mythe. Le chimpanzé, c'est pas une peluche mignonne qu'on prend dans ses bras qui en fait un bisou et un câlin. Non, le chimpanzé, si tu l'attrapes dans tes bras, il t'aura refait le portrait. Il t'aura défoncé la tête et il aura commencé à manger tes entrailles. Le chimpanzé, c'est une bête parfaitement agressive. Il ne faut pas se fier au comportement que l'on voit dans des zoos, dans des réserves naturelles. Le chimpanzé, pas dans les réserves naturelles, je voulais dire dans des zoos, des parcs naturels. Le chimpanzé est un animal social qui d'abord est un chasseur, mais aussi se livre des guerres sans cesse envers les clans voisins. Tout est une question de territorialité, évidemment, c'est d'étendre son territoire aussi grand que possible pour avoir un maximum de ressources pour alimenter ses petits et tout simplement survivre. C'est aussi des animaux extrêmement xénophobes. Hein. Si un chimpanzé étranger venait à arriver près d'eux en tendant la main et avec un drapeau blanc, il se fait défoncer et manger par la communauté locale. Et donc, la guerre, elle est commune chez les chimpanzés, et cette guerre, elle est anticipée, elle est planifiée, elle est organisée, avec des meneurs qui vont signifier pendant les jours qui précèdent leurs intentions belliqueuses, avec leurs urines, avec leurs cris, avec leur manière de se comporter, ils vont signifier que la guerre approche et qu'un conflit va arriver. Lorsque ce conflit débute, il emmène avec lui tous les individus mâles ou femelles qui sont en âge de se battre.
et des adultes uniquement, parce que même si les jeunes peuvent être parfois associés aux parties de chasse, je vais en parler dans un instant, ils ne sont là que pour observer et apprendre. Là, ces conflits sont initiés ensuite par plusieurs phases. Il y a la phase d'approche, d'exploration, où ils explorent les environs de la communauté qu'ils cherchent à attaquer. Ils se placent comme des généraux de guerre sur des postes d'observation. Ils se placent sur des espaces surélevés pour pouvoir les prendre soit à revers. Ils se divisent en groupes, en sous-groupes, qui ont chacune des rôles, des éclaireurs, des individus qui vont attiser la colère, qui vont arguer les foules adverses avant que d'autres fondent alors sur l'ennemi. Vous avez vraiment une coordination de groupe, d'anticipation des mouvements et on s'adapte à la situation. C'est absolument quelque chose qui se documente de plus en plus et qui est fascinant. Et qu'on peut aussi voir, comme je peux l'illustrer à droite, dans leur partie, puisqu'ils ils sont omnivores, je dirais, hein, ils vont manger des fruits, des racines, mais ils ne disent pas non à un petit bout de colobe, qui sont ces primates que vous voyez plus petits, là, blancs et orangés. Ils chassent les colobes et ces primates qui sont exclusivement végétariens, donc sont des proies. Et vous avez là aussi un formidable comportement d'organisation, de coordination de la chasse, où les chercheurs sont d'accord pour identifier 5 rôles différents. J'essaie toujours de ne jamais les oublier. Vous avez les rabatteurs, vous avez les stoppeurs. Donc, le rabatteur, c'est ceux qui poussent des cris et qui poussent les colobes dans une direction. Les stoppeurs, qui ne sont pas là pour les attraper, mais qui vont les empêcher de partir dans certaines directions. Vous avez ceux qui sont en embuscade pour sauter les colobes au bon moment. Vous avez les jeunes et les femelles qui ne participent pas, qui sont en bas et qui observent, et il m'en manque à chaque fois. Hein, et voilà, ça me reviendra peut-être. Mais donc, il y a des rôles différents avec des fonctions différentes. Ça veut dire que celui qui est en embuscade, il se cache. Il ne fait pas du tout la même chose qu'un qui crie et qui fait fuir dans une direction. Donc, vous avez vraiment magnifique coordination, anticipation des actions des autres, qui sont magnifiquement documentées. Moi, c'est l'un des sujets que je trouve les plus passionnants. Voilà. Je retourne dans ma petite zone. Vous voyez, on n'est pas nombreux, donc vous allez Non, mais pouvoir comme il n'y a pas trop de réactions, François, tu parlais tout à l'heure d'odorat. Est-ce que tu auras oui. un sujet en lien avec l'odorat dans tous tes thèmes? Ah, tu veux? Oui, pas de problème. S'il te plaît, je pense que ça Euh, intéressera plusieurs personnes. je dirais qu'on peut aller dans l'altruisme, même si je peux vous parler, si tu veux, brièvement de l'un des travaux que je mène chez moi. Si tu veux, j'ai pas une dia et je vous en 2 minutes alors, hein, promis comme ça. Et dans mon labo, on a identifié la première phéromone, par exemple, de coccinelle. Chez moi, j'étudie les phéromones. Vous savez, ces odeurs que les animaux produisent pour signifier, par exemple, leur statut physiologique, c'est-à-dire je suis réceptif à un accouplement, ou bien j'ai peur, ou bien encore rassemblez-vous, j'ai trouvé de la nourriture. Tout ça sont des signaux, sont des informations qu'un animal aimerait parfois communiquer à ses proches. Et ces signaux, je dirais que les principaux, ceux-là, hein, c'est la reproduction, c'est l'alarme, c'est la territorialité, c'est l'agrégation. C'est les 4 types de phéromones les plus classiques. Si je vous dis phéromones, peut-être que auquel allez-vous penser? Peut-être, je ne sais pas, tiens, quels sont les animaux auxquels vous pensez d'abord lorsque je dis phéromones? C'est intéressant ça. Est-ce que vous pensez à un animal, hein, dans le chat ou oralement? Le chat? Alors le chat, ben, figurez-vous que c'est pas évident. En fait, les mammifères, c'est pas évident du tout. C'est-à-dire qu'on étudie énormément les phéromones de mammifères et la première que l'on a pu mettre en évidence, ce n'était qu'il y a une vingtaine d'années, c'est une phéromone d'alarme chez la souris de laboratoire, où on a pu démontrer que si vous stressez une souris, et je vous assure que moi qui ai effectivement des élevages de souris de laboratoire, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en place, hein, de pouvoir faire de la recherche sur des mammifères aujourd'hui avec, à très juste titre, et c'est le sujet, hein, le bien-être animal, à juste titre, on est très, très, très surveillé. Et donc, c'est une étude que moi, en tout cas, je ne voudrais jamais faire, de stresser des souris, parce que ça demanderait quantité de mesures et de dossiers éthiques. Mais à l'époque, c'est des Suisses d'ailleurs, des Suisses de Neuchâtel qui ont démontré que ces souris stressées ont dans leur urine des molécules complémentaires qui ne sont pas là d'habitude. Alors le putois, ce n'est pas une phéromone, mais j'y reviendrai, Elisabeth.
dès lors, ces souris, lorsqu'elles sont stressées, elles ont une urine qui sent différent et dont le but est justement d'informer les autres souris de la présence d'un danger potentiel. Et ça a comme impact que les souris alors s'écartent, évitent cette zone, que dans cette zone, elle est marquée par une odeur qui témoigne de la présence d'un danger. Une phéromone, c'est quoi? C'est une odeur qui est utilisée par deux individus de la même espèce. Un individu qui la produit, un individu qui la reçoit. Et le chat, il n'est pas évident qu'ils en aient. Tout comme l'humain, me demande-t-on souvent, est-ce que l'humain a des phéromones? L'humain, aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Ce sont les Suisses aussi, ils sont les plus grands chercheurs dans le domaine des phéromones humaines. Parce que vous vous doutez bien que l'étude des odeurs humaines, si demain j'étais dans mon labo et que j'avais démontré l'existence d'une phéromone sexuelle chez l'humain, vous imaginez un peu le business qu'il y a derrière? Un parfum pchit pchit qui rend les femmes ou les hommes complètement fous de vous. Ça, il y a un business de fou et c'est pour ça que si vous allez sur Amazon et que vous tapez phéromones humaines, vous allez trouver des produits. Mais c'est des faux parce qu'on n'a pas découvert encore de phéromones humaines. Pourquoi? En deux mots, ben parce que l'humain, sans doute, au cours de son évolution, a privilégié d'autres sens. Quel sens? Eh bien, on voulait voir loin, on voulait voir son prédateur arriver, on voulait l'entendre arriver, et on n'a pas, nous, misé sur notre odorat, ce que les chats ont fait. Mais de là à dire qu'il existe une phéromone chez les chats, le putois, c'est pas une phéromone parce que le putois va émettre cette odeur pour faire fuir ses prédateurs. Et donc, ce n'est plus une communication qu'on dit intraspécifique au sein de deux putois. Non, c'est plutôt pour faire fuir un prédateur. Et j'en reviens à ce que moi je fais beaucoup, c'est que je découvre des phéromones chez des espèces d'insectes. Et ces insectes, par exemple, j'ai une étudiante qui étudie la phéromone des coccinelles et on a découvert les phéromones de coccinelles pour la première fois il y a maintenant 6 ou 7 ans. Donc, quand vous voyez une coccinelle, dites-vous qu'il y a peut-être une femelle qui va émettre une odeur qui va attirer le mâle en vue de l'accouplement. Et ça a plein d'applications parce qu'on va pouvoir attirer les coccinelles à des endroits où on a envie de les avoir. Un autre exemple que je travaille dans mon labo, comme ça j'aurais illustré le côté olfaction. Vous savez qu'il existe des chiens détecteurs. La police utilise des chiens détecteurs pour trouver des personnes disparues, pour trouver des explosifs, de la drogue, de l'argent. Eh bien, dans mon labo, il y a une petite équipe qui est spécialisée dans le dressage des chiens de la police. On a notre job. Imaginons, je prends c'est comme ça que la police est venue vers nous. Elle nous a dit, voilà, nous, on a en Belgique 5 chiens détecteurs de cadavres. Oui, il y a des personnes qui décèdent tous les jours et dont parfois disparues. Et donc, il faut des chiens capables de détecter ça. Et ils nous disent, ils ne sont pas très efficaces parce qu'on doit les entraîner avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a? On va à la boucherie, on va acheter des abats d'animaux. C'est tout ce qu'on a et on les laisse un petit peu pourrir. Et puis, on entraîne les chiens par conditionnement. On les entraîne à repérer cela. Mais entre une côtelette de porc un peu vieillotte ou un humain décédé, ce n'est pas la même chose. Et donc, ce qu'ils nous ont demandé, ça nous a passionnés. Est-ce que pouvez nous aider à fabriquer un parfum de la mort? Et on a étudié l'odeur de la décomposition. Ça fait 20 ans maintenant que j'étudie l'odeur de la décomposition. J'ai d'abord commencé avec des souris décédées, avec des rats. Et il y a quelques années, on est même allé dans des morgues collecter l'odeur de corps humains. Et tout ce travail nous a permis de caractériser l'odeur d'une personne décédée, de réaliser un parfum de synthèse dans une bouteille. On a mis tous les ingrédients qu'on avait détectés avec nos aspirateurs à odeur. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, en tout cas, la police utilise ces mélanges d'odeurs pour pouvoir détecter des personnes disparues en dressant leurs chiens grâce à ces phéromones. Alors, je vois Fabienne qui met à juste titre qu'il y a des odeurs de marquage territoriaux chez les animaux, chez les mammifères, et c'est certainement le cas euh, chez les animaux sauvages. Chez le chat, peut-être. Tu es vétérinaire, donc tu es plus spécialisé que moi. Moi, je ne saurais pas mettre un nom dessus, mais peut-être que ça existe. Ouais, tu as raison. Donc voilà, comme ça, j'ai fait une petite parenthèse sur l'odorat. Je regarde l'heure parce que j'aimerais bien, Fabienne, me garder 10 minutes pour conclure. Et toi, je sais que tu veux peut-être qu'il y ait une question-réponse. Je propose qu'on fasse encore un sujet ou l'autre, et puis j'arrive vers ma conclusion. Ça t'irait, ça? Ou on est trop pris par le temps? Non, non, c'est parfait, Oui, François, merci beaucoup. C'est allez, parfait. on, C'est on top, continue. super intéressant. Chouette. Merci.
Allez, est-ce qu'il y a un thème qui vous plairait? Vous pouvez en proposer, même parce qu'on n'est pas très très nombreux, vous avez peut-être l'occasion d'en choisir encore un. L'entraide, il est passionnant parce que, encore une fois, je vais préciser un truc, l'entraide, c'est ultra connu dans le règne animal. Sauf que je parierais que la plupart des espèces auxquelles vous pensez, vous allez penser à des interactions d'entraide entre deux individus de la même espèce. Oui, on le sait bien que deux fourmis s'entraident, deux abeilles s'entraident, je sais pas moi, deux chiens s'entraident éventuellement. Mais les cas d'entraide interspécifique sont beaucoup moins connus, beaucoup moins documentés. Et j'ai pas dit qu'il y en avait qu'un, mais j'ai dit que c'était très rare. Et celui que je m'apprête à vous montrer a une deuxième particularité, c'est que cette entraide fait appel à une autre découverte incroyable, c'est la gestuelle, une gestuelle avec une fonction bien déterminée. On va voir ça avec le mérou à gauche et la murène à droite. Donc, ces deux poissons sont tous les deux des carnivores, des chasseurs, pas exclusifs nécessairement, mais enfin, ils aiment bien la chair, quoi. Et ils ont pourtant des tailles, des formes et des souplesses fort différentes. Le mérou est un gros poisson, mais extrêmement rigide, qui vit dans les eaux libres, alors que la murène a un corps serpentiforme extrêmement souple, bien moins rigide grâce à son squelette, et qui apprécie les infractuosités qu'offre le corail. Et donc, ils ont des milieux de vie différents. Néanmoins, ils chassent les mêmes proies et ils ont donc le même intérêt. Le mérou, il lui arrive donc dans ces travaux qui ont été d'abord initialement observés en milieu naturel et puis que des chercheurs ont reconstitué dans d'énormes aquariums pour le démontrer finement. Ils ont d'abord observé la scène suivante, c'est la scène que le mérou part à la chasse d'un petit poisson, d'une petite proie. La chasse, elle se finit mal pour le mérou puisque la petite proie, le petit poisson finit par trouver refuge dans une zone corallienne. Impossible pour le mérou de rentrer dans ces petits orifices, il est trop gros et il est trop rigide. Et là, le comportement intéressant, c'est qu'il s'est tourné, il a fait demi-tour. Il avait aperçu une murène préalablement endormie dans un coin. Il est venu se présenter face à la murène. Et par des mouvements avant-arrière, il a réveillé la murène. Il a attiré l'attention de la murène qui a ouvert les yeux et a vu ce poisson faire ce mouvement quand même un peu atypique d'avant en arrière. Une fois qu'il a obtenu l'attention de la murène, il a fait demi-tour, le mérou, et il s'est rendu à l'endroit où sa proie était cachée. La murène l'a suivi. Et là où ça devient passionnant, c'est que le mérou s'est placé en position verticale, à l'endroit où le poisson s'était planqué et a eu ce mouvement, alors, encore une fois, de va-et-vient, mais de haut vers le bas, en pointant toujours de son museau l'endroit où était cachée la proie. Vous avez là un geste intentionnel qui transmet à un individu d'une autre espèce un message. Et ce message, quel est-il? Là, il y a une proie, moi, je ne peux pas y aller, toi, tu peux, va me le chercher. La murène se rend dans ses infractuosités, disparaît un temps, et puis la murène sort apparemment rassasiée. Et donc, vous avez une collaboration, une entraide entre deux individus qui ont un bénéfice commun, c'est de se nourrir, qui semble être équitable, puisqu'une fois sur deux, le mérou sera lésé et aura indiqué l'endroit d'une proie à la murène qui s'en sera délectée. Une fois sur deux, c'est lui qui s'en délectera. Évidemment, si la murène mangeait systématiquement le poisson, ce comportement n'aurait jamais été sélectionné par la sélection naturelle. Il n'y a aucune raison que le mérou perde son temps. Et inversement, si la murène était tout le temps celle qui donne un coup de main sans jamais avoir un retour, elle aurait abandonné. Et donc, cette entraide, cette bonne entente, elle est bénéfique aux deux. Et donc, ce qui est fascinant en plus, c'est cette gestuelle intentionnelle. J'ai oublié de le dire, j'aurais pu, mais donc, toutes les références, si vous ne me croyez pas dans ce que je raconte, toutes les références, en tout cas, sont disponibles, que ce soit sur la chaîne ou dans les bouquins, puisque ça, j'ai vraiment eu à cœur, c'est de mettre à la fin de chacune de ces histoires la référence scientifique, des fois que quelqu'un veuille aller les vérifier. On part maintenant sur quoi? La paresse. Ah, et j'ai la paresse. Voilà. Ok, la paresse, Elisabeth, la paresse. La paresse, c'est intéressant. C'est étonnant, c'est intéressant. On part avec des mangoustes. On est sur le continent africain. On est sur ces petits mammifères qui sont aussi extrêmement territoriaux et très sociaux, comme la plupart de ceux que je vous présente aujourd'hui, finalement, parce que qui dit socialité dans le règne animal dit des comportements plus développés, donc c'est normal. Donc vous êtes là sur des communautés qui vont compter typiquement entre
euh, entre 20 et 50 individus, ça dépend la taille de la communauté. Il y a énormément de consanguinité, mais en même temps, comme beaucoup d'autres espèces animales, comme le lion par exemple, ben, vous avez des mâles ou des ratoopnus. Vous avez des mâles qui vont être chassés à certaines périodes et qui vont être forcés d'aller trouver d'autres communautés. Donc vous avez cette consanguinité qui est gommée par ces flux de gènes entre communautés. Mais donc les femelles, elles restent là où elles vivent. Et ce qui était intéressant, c'est que vous avez qu'apporté par hein, donc ça carbure. Et la plupart des femelles qui sont en âge d'avoir des naissances vont donner des naissances, mais ce n'est pas systématique. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des petits dont il faut s'occuper. Chez les mangoustes, on est obligé de s'occuper des petits parce qu'ils doivent apprendre, et on aurait pu partir dans l'enseignement, hein, mais on peut en parler ici, c'est-à-dire qu'il faut montrer aux jeunes mangoustes comment attraper une proie, à quelle heure il faut rentrer dans le terrier et à quelle heure on peut en sortir, comment reconnaître le cri d'un rapace qui tourne autour et qui vous menace. Donc tout ça est appris pendant cette période, donc il faut garder les enfants, il faut garder les petits et surtout il faut leur apprendre. Donc ça, ce n'est pas juste une garde, c'est tout un apprentissage. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'un petit peu à la manière d'une société d'insectes sociaux, vous avez une collaboration pour les soins parentaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce n'est pas les parents nécessairement qui s'occupent de leurs enfants. Non, vous avez un partage des soins parentaux, donc c'est-à-dire que je vais donner naissance, moi en tant que mère ou père, et quelqu'un d'autre va s'occuper de mes petits. Et puis à un moment donné, c'est moi qui m'en occuperai, mais il y a des tournantes. Et ainsi, on peut se reposer, on peut s'alimenter. Et donc, vous avez des groupes de petits, typiquement 4, 5, 6 individus qui sont surveillés par un adulte qui peut soit les surveiller dans les terriers, soit à l'air libre. Et alors, des jeux sont réalisés, des jeux qui permettent l'apprentissage, etc. Tout ça est très bien connu, mais ce qui était moins bien connu, c'est qu'il y a des individus qui présentent des traits de caractère relativement différents. Et ça, c'est quand même déjà en soi quelque chose d'intéressant. Le fait de pouvoir montrer qu'il y a des traits de personnalité fort différents chez des animaux sauvages, bah, ce n'est pas quelque chose d'hyper répandu. En tout cas, il n'y a pas quantité d'études sur le sujet. Et donc, on a des individus qui sont plus enclins à la paresse. Et je vous dirais que c'était il y a déjà très longtemps qu'on sait ça. Chez les mangoustes, en tout cas, on sait qu'il y a des individus plus paresseux que d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire plus paresseux? Bah, ça veut typiquement dire moins enclin à réparer les galeries ou à en creuser de nouvelles, ou moins enclin à s'occuper des petits. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a rien à voir avec est-ce que vous avez été parent à cette saison des amours-ci ou pas. Si vous êtes, parce qu'on pourrait imaginer qu'un individu qui n'a pas, qui n'est ni père ni mère à cette période, il y en a 4 parents à cette période de naissance, vous pourriez imaginer que celui-là, il se dise, oh, c'est vos enfants, vous avez qu'à vous en occuper, moi j'ai autre chose à faire. Et bien non, vous avez, que vous soyez père, mère ou pas du tout, eh bien, il semble qu'il y ait des traits de personnalité et que ce trait de personnalité, il reste toute votre vie. Parce que là aussi, vous allez peut-être me dire, il est fatigué, il se repose, c'est normal, il est un peu malade, euh, il a beaucoup travaillé la saison précédente. Non, non, chez les mangoustes, vous avez des traits de personnalité et il y a des fainéants. Et ces fainéants, qu'ils soient parents ou pas, ils refusent de prendre son tour à la garde des petits. Et donc, c'est des individus qui, au lieu de prendre leur tour de garde et de s'investir dans les petits, ont développé toute une série de stratagèmes absolument machiavéliques pour en être épargnés. Ils prennent en charge les petits, ils les amènent vers un autre individu dans une tanière et ils abandonnent les petits, laissant à cet autre individu qui n'avait pas à prendre son tour, il laisse les bambins, ou tout simplement il arrête de s'en occuper et pique un petit somme ou commence à aller s'alimenter, laissant les petits à eux-mêmes. Et vous avez des individus qui sont ainsi suivis pendant des saisons par les chercheurs, qui sont caractérisés comme étant des paresseux pour lesquels il n'y a pas d'explication physiologique, dans le sens ils sont plus vite fatigués non, c'est simplement qu'ils ne veulent pas prendre faire leur travail. Et donc la paresse n'est certainement pas propre à l'homme. Voilà, bah écoutez, je pense que, sauf s'il y a une demande urgente, mais vraiment quelqu'un qui n'en peut plus, qui aurait vraiment aimé d'avoir un thème particulier, auquel cas je le prends tout de suite, sinon je clique sur mon petit bouton pour aller sur ma petite conclusion. Hein, quelle heure il est? Oui, il est 3h10. Allez, je ne vois rien apparaître dans mon chat, donc c'est que vous êtes rassasié ou que vous en avez juste marre de moi. Donc je clique sur fin. J'ai envie de conclure à est-ce qu'il reste des comportements propres à l'humain?
Et là, la question, elle est sympa, évidemment, elle est large. Il y a peut-être un comportement qui n'était pas dans la liste que je vous ai proposée. Et pourtant, vous pourriez me dire, ah, c'est le premier comportement auquel je pense pourtant quand on parle de l'humain. Allez, est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous vient en tête? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire qui est propre à l'homme et que je n'aurais même pas abordé? Eh bien, on a l'habitude, en tout cas, moi, de me dire le langage. Le langage serait propre à l'homme. Eh bien, effectivement, le langage est ce qui apparaît dans la plupart des sources comme étant propre à l'homme. Alors, s'il y a bien un truc que j'aurais pu dire au début, mais je vais dire maintenant, et qui est compliqué hein, quand vous vous posez cette question de quels comportements sont propres à l'homme, s'il y a bien un truc qui est compliqué, c'est la définition des mots. On a parlé de deuil tout à l'heure. C'est quoi le deuil? Et vous allez peut-être me dire, mais ton orque ou ton éléphant, il ne va pas chez le fleuriste acheter une couronne de fleurs pour aller la déposer sur une tombe et il ne taille pas une pierre pour faire une pierre tombale. Est-ce que c'est ça le deuil ou est-ce que c'est finalement quelque chose plus proche de ce que j'ai présenté chez les éléphants ou les orques? Donc à chaque fois que j'ai dû prendre ces comportements, moi j'ai dû me plonger dans les définitions des mots et je vous laisse deviner que ce soit deuil, que ce soit langage, que ce soit guerre, que ce soit empathie, automédication, vous avez des définitions différentes dans chacune de ces encyclopédies ou de ces dictionnaires. Et si je prends le langage, alors je n'ai pas mis beaucoup de texte sur Média, mais là je vais en mettre. Voilà la définition la plus commune. Vraiment, c'est le plus. Je ne vous mens pas, c'est le consensus le meilleur que j'ai trouvé entre toutes les sources. Le langage, c'est un système organisé de signaux arbitraires, des signaux arbitraires, et un système organisé avec des structures dont l'agencement est régi par des règles. Chez nous, c'est des règles grammaticales et qui sont utilisées à des fins de communication. Ben, écoutez, si je prends cette définition-là, ben, pour moi, la citelle en bas à gauche, ou la danse des abeilles, eh bien tout ça, ce sont des langages. La citelle, j'en parle, voilà, la citelle, elle a des cris d'alarme. Elle voit un prédateur, elle chante. Et un chant qui veut spécifiquement dire qu'il y a un danger. Un chant qu'elle est capable en plus d'adapter en fonction du niveau de menace. C'est-à-dire que vous avez un hibou grand-duc endormi, vous êtes en plein jour, le hibou il dort, elle va chanter pour dire attention, il y a un prédateur là. Mais bon, il dort, et puis à cette heure-ci, on ne risque rien. Donc, vaquez à vos occupations quand même. Hein, j'ai à peine traduit en fait leur chant. Mais si jamais elle voit une chevêchette qui est un prédateur qui peut chasser le jour, qui adore bouffer de la citelle et qui est en plus là éveillé, eh bien alors là, son chant va être le même, c'est un chant d'alarme, mais il va être ponctué de petits signaux qui veut dire, mais là, le danger, il est très grave. Ben moi, j'ai l'impression qu'on est sur un langage avec des signaux qui sont arbitraires, qui répondent à une série de règles et qui transmettent un message à la communauté. On a un langage. Quand l'abeille danse, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la danse, la vitesse, la fréquence qu'elle va réaliser dans sa danse en 8, quand elle va faire périmètre, le rayon et le diamètre. Lorsqu'elle elle va traverser le 8, elle va entrer en fréquence et cette fréquence va donner une idée de la distance à parcourir. Elle va, par l'angle qu'elle va emprunter dans cette danse, elle va indiquer la direction à prendre par rapport au soleil lorsqu'on sort de la ruche. Et donc, c'est aussi un langage qui est complexe, qui répond à une série de règles, avec des signaux qui sont arbitraires. Mais vous allez faire la fine bouche, je vous connais, vous allez me dire, oui, mais c'est pas encore la même chose que l'humain. L'humain, c'est bien, c'est articulé. Oui, mais vous savez que les chimpanzés ont un langage articulé. Les chimpanzés produisent des cris. Et là, je vous parle de recherche de résultats 2023-2024. Des cris dont on sait aujourd'hui ne sont pas un cri, mais une très grande diversité de cris. Certains chercheurs parlent de 250 cris. Et un cri, c'est même pas un cri, c'est en fait l'association de 3 sous-cris. Les chercheurs parlent de triades, des ensembles de 3 sous-cris. Donc, quand vous ne m'obligez pas à mimer un chimpanzé, mais quand on fait un cri de chimpanzé, en fait, on peut identifier 3 parties au sonomètre. Eh bien, ces 3 parties, ces 3 cris, sont jamais disposés de manière aléatoire. Lorsque le chimpanzé signifie sa colère à un autre, l'ordre de ces cris est toujours les mêmes. Certains cris peuvent ainsi apparaître dans certaines phrases, mais c'est toujours jamais en deuxième ou en troisième position, jamais en dernière position. Et si vous avez le cri A en position 2, alors d'office, vous avez un cri B. Donc vous avez des que les chercheurs sont en train de déchiffrer aujourd'hui. Une étude qui était passionnante et que j'ai eu l'occasion de voir le chercheur je ne serais pas surpris que des années à venir, on ait un Google Translate chimpanzé humain, tellement ça va vite. Et enfin, hier, je ne vous mens pas, hein, donc ça c'était ce que disait Charles Darwin, hein, il disait que effectivement l'homme n'est pas le seul à utiliser un langage complexe, il parlait de 6 mots.
par la sélection naturelle 6 mots. Aujourd'hui, je vous dis 250 cris avec des règles. Là, donc, vous voyez qu'on progresse. Donc, dans ma présentation. Et je ne vous mens pas, je l'ai mis hier. Cette étude qui sort d'un journal Scientific Report, elle date de 2024. Et si vous allez voir la référence, c'est sorti au mois de juillet. Euh, Cet article démontre que les chimpanzés sont capables de répéter les mots que les chercheurs leur enseignent de manière articulée. Alors, on va faire un test si l'audio passe. Je vais vous diffuser ça. Je pense que vous allez entendre. Alors, vous allez entendre d'abord la scientifique qui va dire est-ce que tu peux dire mama? Et le chimpanzé va lui répondre. Et on va voir si ça passe bien. Can you say mama? Mama? Is this for mama? You love your mama? You love mama? Here, sweetie. Voilà. Et puis, il est évidemment récompensé. Donc, ces vidéos sont déjà anciennes, mais par contre, l'analyse du son qui a été produit par ces chimpanzés, elle est toute récente et elle démontre la capacité du chimpanzé à articuler, puisque c'est un son en 2 syllabes. Et il y a ainsi cinq mots, mais je ne les ai pas retenus ici. Il y a 5 mots, dont un en 3 syllabes qu'il est capable de reproduire. Hein, vous voyez bien dans le titre des vocalises, des langages qui font usage de syllabes. Ce qui était, on pensait, encore propre à l'homme. Et donc, si le chimpanzé, avec ses capacités cognitives à lui, est capable de produire un langage articulé, peut-être qu'une autre barrière est en train de tomber. Voilà, on en arrive à la conclusion avec cette dia qu'on a déjà vue au début et cette question, que reste-t-il à l'homme? Ce que moi j'espère avec cette conférence, c'est vous avoir ouvert les yeux sur le fait que les barrières tombent. Chaque année, des barrières nouvelles, des barrières ou des frontières que l'on traçait entre l'espèce humaine et les autres espèces animales, ces barrières, ces frontières, elles tombent. Je n'ai pas dit qu'on allait pouvoir tout démontrer, mais en tout cas, tout ce que vous avez à l'écran, on a pu parler d'une série d'entre eux, pas tous, mais tout ce que vous avez à l'écran est observé dans le règne animal. Alors, autre chose que j'avais envie de dire, c'est que vous allez peut-être me répondre, oui, mais l'homme est le seul à fabriquer un viaduc, ou l'homme est le seul à fabriquer un ordinateur ou une voiture de course. Et j'aurais d'abord envie de vous répondre, est-ce que vous êtes capable de fabriquer un ordinateur? Est-ce que Laura, Jessica, Elisabeth, vous êtes capable de fabriquer une voiture de course? Bon, moi, je ne suis pas capable de faire une voiture de course. Donc, il faut distinguer le comportement qui est uniformément présent au sein d'une population animale, qui est pour moi alors un comportement de base qui vaut la peine d'être comparé à ce qu'un humain sait faire, aussi mis à part les 20 ou 30 ans d'éducation que nous recevons pour pouvoir faire une voiture de course ou participer à une voiture de course, à la fabrication d'une voiture de course, il vous faut 20 ans d'éducation avant. Ce que tous les animaux n'ont pas le temps de faire, évidemment. Et enfin, je dirais en troisième lieu pour finir, qu'est-ce qui reste propre à l'homme? On s'en fout ou pas? En fait, on s'en fiche, non? Est-ce que c'est vraiment important de pouvoir identifier des comportements qui sont propres à l'humain? Voilà des milliers d'années que c'est une question qui obsède l'humain. C'est celle de parvenir à se placer sur la plus haute branche de l'arbre, se convaincre d'être l'espèce animale qui est la plus haut placée, la plus évoluée. Alors que j'aime rappeler à mes étudiants que si vous prenez un buisson, s'il y a le même tronc et la même origine, ensuite vous avez une quantité de branches qui arrivent jusqu'à la surface du buisson. Nous ne sommes que l'extrémité d'une de ces branches. Il y a toutes les autres branches qui arrivent au ciel aussi. Et donc, chercher des particularités, c'est une chose qu'on ne devrait pas faire parce que je vous assure que vous ne dansez pas aussi bien qu'une abeille. Je vous assure que vous ne vous déguisez pas aussi bien qu'une pieuvre mimétique ou que vous n'êtes pas aussi influent qu'un cygne lors de ces parades de groupe. Donc, tout ça pour dire que nous avons certainement nos particularités et que nous avons certainement aussi à faire preuve d'un petit peu de modestie. Et c'est sur ces mots que je vous laisse en vous disant que si vous aimez toutes ces histoires-là, eh bien, vous me retrouverez sur Science Bestiale en vidéo chaque semaine ou alors sur les réseaux sociaux ou dans les bouquins. Enfin, à vous de décider s'il y a quelque chose qui vous branche pour la poursuite. Voilà, Fabienne. Mille merci François, ta conférence était vraiment passionnante et j'encourage vraiment tout le monde à te rejoindre sur ta chaîne, je veux dire, qui est juste exceptionnelle et comme tu le disais, qui en quelques mois a atteint plus de 12 000 abonnés. Et on mettra, donc moi j'enverrai à tout le monde aussi les liens pour pouvoir commander aussi tes différents livres. Et encore une fois, bravo c'est Stéphane pour les illustrations qui sont juste magnifiques et aussi pour ta présentation. Je trouve que retrouver ces illustrations, c'est juste génial. En tout cas, merci beaucoup, puis bravo pour tout le travail. Je ne sais pas s'il y a des Merci. questions, d'autres mots dans les participants. Ah oui, j'ouvre le chat.
Voilà. Ah oui, merci Elisabeth, merci Donc, Aurore. Elisabeth veut dire quelque chose. Oui, tout à fait. J'ai trouvé ça passionnant. Un grand merci. Et je pense que si ça se sait plus, hein, j'espère que le monde animal sera plus respecté par l'homme. C'est vrai, hein, c'est aussi pour ça que j'aime bien cette Ah communication, ouais, 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 oui, c'est important. C'est qui a un important. côté modestie, un côté respect aussi, hein. Oui, tout à fait. Et la différence aussi, je pense, c'est que l'animal, il a des raisons instinctives de faire ce qu'il fait, alors que l'homme, quelquefois, détruit, et gâche beaucoup de choses. Je pense qu'il n'y a pas de gâchis dans la nature. Oui, merci pour cette réflexion, oui, c'est Bon, intéressant. merci encore, c'était Avec passionnant. plaisir. Et puis, je pense que c'était très intéressant aussi que tu nous fasses un petit clin d'œil sur la danse des abeilles, puisque la prochaine intervenante sera Régina, qui est une passionnée et qui va aussi nous parler dans l'une de ses conférences des bienfaits entre autres, des élixirs, de tout ce qui est bioénergétique par rapport aux abeilles. C'est formidable, le lien est tout fait. Et encore une fois, je trouve que justement dans ce sommet, l'important, c'est que on le sait toutes et tous, c'est que tout le monde est interconnecté, mais aussi dans toutes ces conférences, je trouve qu'il y a vraiment une connexion entre tous les intervenants et participants, et je trouve que c'est une réelle richesse de recevoir ça de personnes comme toi ou d'Elisabeth, de Regina qui nous rejoint maintenant, parce que il y a vraiment une suite, puis, enfin, je veux dire, ça nous fait encore plus, nous fait prendre conscience de tous les possibles finalement. Et plus j'apprends, plus je suis des conférences, moi j'ai l'impression d'en savoir parce que c'est tellement vaste comme domaine, vaste et passionnant. C'est vrai, tu as raison. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, François. Allez, j'arrête le partage, je disparais de vos écrans. Merci, et puis je te dis à bientôt sur À bien. Sciences Spéciales. Ça va, on se dit ça. Merci Merci à toutes beaucoup. et à tous Merci, d'avoir été François. Bye bye, merci.